Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand nous plonge aujourd'hui au cœur du duché de Bretagne avant le rattachement à la couronne de France. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vais en effet vous parler des Bretons aujourd'hui en compagnie du plus célèbre d'entre eux, Jan Kefelec, qui nous fait la joie d'être ici. Pour nous mettre dans l'ambiance, j'aimerais vous raconter la bataille d'Auray qui s'est déroulée il y a un peu plus de 550 ans maintenant. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous reviendrez aux origines du surnom de Petite Reine qu'on a donné au vélo. Écoutez, avec plaisir, on est déjà en train de préparer le Tour de France, vous savez. Pour le moment, ce sont de lourds destriers que nous enfourchons tout parés d'armure pour aller nous battre sur le champ d'Auray en Bretagne. Bienvenue en 1364. 1364, année sanglante en pleine guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. L'un des enjeux du grand affrontement entre ces deux puissances, l'insulaire et la continentale d'une certaine manière, c'est tout naturellement le contrôle de ce beau, de ce riche, de ce fascinant territoire installé entre les deux ennemis, la Bretagne, qui du reste est elle-même en pleine guerre de succession à l'époque depuis déjà 23 ans. Cette guerre de succession a en effet commencé en 1341 avec le décès d'un duc de Bretagne mort sans héritier, Jean III. Depuis près d'un quart de siècle donc, chaque camp, le français comme l'anglais, soutient son propre prétendant au duché de Bretagne. Côté français, vous avez la nièce de Jean III, Jeanne de Penthièvre, mariée à Charles de Blois, qui se trouve être le neveu du roi de France. Côté anglais, on en tient pour le demi-frère de Jeanne de Penthièvre, Jean, comte de Montfort, qui ne dispose que du domaine de Guérande, mais qui peut se targuer de la forte amitié du roi d'Angleterre. Ça change tout évidemment à sa situation. Le comte de Montfort est mort en 1345 au moment du siège de Quimper. Non seulement au moment, mais il est mort dans le siège de Quimper. À ce moment-là, c'est son fils, qui s'appelle aussi Jean, qui va reprendre le flambeau. Et pendant 20 ans, jusqu'en 1364, on va voir des villes assiégées et des soldats anglais qui n'arrêtent pas de débarquer dans le duché. Que fait Charles de Blois, me direz-vous ? Lui, il est en captivité à Londres, donc il ne risque pas de faire grand-chose pour le moment. Autant vous dire que les Anglais n'ont dès lors pas trop de mal à prendre le dessus. Or, pour eux, le contrôle de la Bretagne est absolument essentiel. Il faut vous dire aussi, tout de même, qu'en parallèle, on observe un certain nombre de tentatives de paix, et notamment la trêve de Malétroit entre la France et l'Angleterre, une trêve dont on espérait beaucoup, mais qui finalement ne durera guère que 2 ans. Il y a aussi des plans de partage établis en 1363, en 1364, à Poitiers en 1364, avec à peu près autant de succès que nos actuels plans de partage de la Palestine. Vous voyez, on est à peu près dans le même genre de durée. Or, si cette année 1364 est tellement importante, c'est qu'elle marque une escalade dans la rivalité entre Anglais et Français. Vous avez bien compris que nous parlons d'anglo-breton d'un côté et de franco-breton de l'autre, si l'on peut dire. Vous vous rappelez peut-être que 8 ans plus tôt, le roi de France, Jean le Bon, avait été capturé près de Poitiers par les Anglais. Le 8 avril de cette année 1364, le pauvre roi, toujours en captivité, vous savez que, d'ailleurs, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais il avait été dans un premier temps libéré, comme la caution n'était pas payée, il s'est remis lui-même en captivité. C'était ce qui s'appelait pousser très loin le sens de l'honneur. Il finit par mourir, Jean le Bon, en captivité à Londres, donc le 8 avril 64. Et son fils Charles V, qui gouvernait la France en son absence, mais à ce moment-là, son fils peut lui succéder pleinement. Or, Charles entend bien restaurer partout l'autorité royale, y compris dans les marches du royaume, donc en Bretagne. Les Anglais le savent, et partant du principe sans doute que la meilleure défense c'est l'attaque, ils passent à l'action et font main basse sur le duché. Le dimanche 29 septembre 1364, une bataille s'engage non loin de la côte, à Auray. Bataille où les troupes de Jean de Montfort étaient déjà présentes là depuis plusieurs semaines. Cette bataille oppose directement les deux prétendants à la couronne ducale de Bretagne, Jean de Montfort d'un côté, Charles de Blois de l'autre, et cette fois, on peut dire que c'est bien l'avenir de la Bretagne qui est en jeu. Alors vous voulez que je vous dise, Auray n'est pas une bataille comme les autres. D'abord, elle a lieu un dimanche, comme Bouvines, me direz-vous.
Mais enfin, quand même, on se bat rarement le dimanche. Et de surcroît, le jour de la Saint-Michel, qui est une date extrêmement importante. Vous savez que la Saint-Michel, autrefois, ça marquait la fin de l'engrangement des récoltes. Et c'était le jour, c'était la tradition depuis toujours, c'était le jour où l'on payait les loyers et les fermages. Donc pour nos aïeux, pour nos ancêtres, cette Saint-Michel, c'est une date particulièrement sacrée dans le calendrier. Est-ce que c'était bien le moment de se battre ? Par ailleurs, il s'agit de ce qu'on appelle une bataille rangée, c'est-à-dire force contre force, en terrain dégagé. Or, ces batailles rangées, à l'époque, sont relativement rares, surtout pour rompre une trêve. Au Moyen-Âge, on a plutôt l'habitude de mettre des sièges devant les villes et devant les places fortes. C'est bien simple, à Auray, nos deux prétendants au duché de Bretagne vont s'affronter pour la première et, disons-le, pour la seule fois. Tout commence tout de même par un siège, celui du bourg d'Auray. C'est Jean de Montfort qui met le siège devant Auray dès l'été 1364. Pourquoi Auray ? Parce que cette petite ville du littoral méridional de la Bretagne, cette petite ville célèbre pour son château, très fortifié, est un véritable verrou stratégique. Elle est aux mains des Franco-Bretons depuis plus de 20 ans. Elle a été construite sur l'escarpement d'une colline. Elle dispose d'un port bien abrité et d'un pont sur la route qui ouvre à Vannes le passage vers l'ouest. Donc, en s'emparant d'une telle place, Jean de Montfort se rendrait maître de tout ce littoral depuis Vannes, qui du reste est son lieu de résidence, et depuis le golfe du Morbihan jusqu'à Quimperlé. Seulement pour y atteindre, combien de souffrances, combien de saignées, combien de chevaux éventrés, de bras tranchés, de crânes défoncés, combien d'horreurs, combien. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Jusqu'à 15h, nous sommes au cœur du XIVe siècle. Retour avec vous, Franck Ferrand, à la bataille d'Auray. Alors, ai-je besoin de vous dire que Jean de Montfort n'est pas venu tout seul avec ses hommes mettre le siège devant Auray. À ses côtés se trouve un grand chef de guerre qui s'appelle John Chandos, qui est considéré comme un des meilleurs capitaines anglais de la guerre de 100 ans. Et oui, quand vous combattez pour le roi d'Angleterre, ça vous donne droit à quelques soutiens, bien entendu. Ce Chandos a été un des héros de la célèbre bataille de Poitiers 8 ans plus tôt, et on peut penser qu'il va être un des personnages clés de la bataille qui s'annonce. Il faudrait citer aussi Robert Knowles, qui s'est beaucoup illustré à Crécy en 46 et aussi à Poitiers en 56. On dit Poitiers, d'ailleurs, le Pictavien en moi réagit, puisque la bataille où le prince noir a capturé Jean le Bon s'est déroulée près de Poitiers, dans un très beau village qui s'appelle Noyer-Maupertuis. Je ferme la parenthèse. Donc, ces grands chefs sont à la tête d'Anglais, certes, mais surtout de Gascons, de Normands et puis bien sûr de Bretons. Jean de Montfort ne va pas tarder à se rendre maître de la ville d'Auray, mais il ne l'est pas du château qui reste sur sa position imprenable, défendu par deux écuyers, un français et un breton. Et à l'intérieur de ce château se trouve non seulement la garnison franco-bretonne, mais aussi, pour autant qu'on sache, une partie de la population d'Auray qui est venue, comme on fait toujours à ce moment-là dans ce genre de circonstances, qui est venue trouver refuge derrière les hauts murs. Montfort fortifia son siège, puis fit dresser ses engins, nous dit Laurence Moyle, battre et endommager la place. Il s'agit peut-être d'engins d'attaque en bois pour remplacer les remparts, comme le bélier, ou pour lancer des projectiles comme l'arbalète à tours. En revanche, l'usage de l'artillerie à poudre n'est pas attesté. Pas attesté, mais pas interdit non plus. Vous savez, on ne peut pas trouver dans les chroniques, même si en l'occurrence elles sont nombreuses et se recoupent, on ne peut pas trouver mention de tous les détails d'un événement comme celui-ci. Alors, est-ce qu'on va longtemps laisser Montfort avancer ? Que fait Charles de Blois en face ? Eh bien, le rival de Montfort apprend la nouvelle du siège d'Auray alors qu'il se trouve à Guingamp. Vous vous dites qu'il va réagir au plus vite ? Eh bien, même pas. Figurez-vous que le pauvre est tombé malade. Il réclame des renforts au roi Charles V, qui au même moment est tout de même en train de chercher les moyens d'une paix négociée. Vous voyez que tout ça... on ne peut pas dire que ce soit une bataille qui s'annonce sous des auspices limpides. Charles de Blois lève tout de même une troupe importante. Il est vrai qu'il dispose du soutien d'une bonne partie de la noblesse bretonne et il recrute non seulement en Bretagne du reste, mais hors de Bretagne. L'un des chroniqueurs de l'époque raconte que, je cite, « maints chevaliers de renom, bourguignons, normands, picards, manceaux et angevins accouraient de toutes parts, viennent s'y joindre des étrangers, génois, poitevins, espagnols et gens d'Allemagne. » Et puis, en septembre 1364, arrive celui qui vaut bien des troupes à lui seul, en personne, messire Bertrand du Guesclin. À ce moment-là, il a environ, on pense qu'il a 44 ans,
Alors, est-ce qu'il faut présenter du Guesclin? J'ai envie de dire oui, puisqu'on a fait une émission à son propos il y a 1 an et demi, et que j'ai eu le malheur de constater à l'époque que personne ne se rappelait plus qui était ce personnage absolument extraordinaire, issu de sa petite noblesse bretonne. Il a été fait chevalier par Charles de Blois lui-même 10 ans plus tôt, puis il a été nommé lieutenant de Normandie, d'Anjou et du Maine. C'est un homme de guerre, alors là... C'est un crack, disons-le, un personnage tout à fait hors pair, connu pour quatre qualités, de sa bravoure bien entendu, sa malice, son intransigeance aux armes et, il faut le dire aussi, sa laideur. On ne peut pas tout avoir, que voulez-vous? Un contemporain le décrit carrément comme un sanglier revêtu d'une armure. Alors à l'époque dont je vous parle, du Guesclin est tout de même déjà chambellan de France. Et quelques semaines plus tôt, en mai, il a littéralement écrabouillé les Anglais en Normandie lors de la bataille de Cocherel. Le voilà donc qui passe en Bretagne tout auréolé d'une gloire bien récente. Avec sa compagnie personnelle, forte d'une centaine de lances, Charles de Blois est prêt à marcher sur Auray et à affronter son ennemi depuis 23 ans, Jean de Montfort. Il doit faire vite, du reste. Charles doit s'avancer le plus vite possible à Auray parce que Montfort et les assiégés se sont entendus le jeudi 26 septembre et les habitants d'Auray ont obtenu une trêve et des vivres à condition de se rendre le jour de la Saint-Michel, donc décidément toujours ce jour couperet en quelque sorte, le 29 septembre. Ce qui est certain, c'est que Montfort est averti aussi, lui de son côté, de l'avancée des troupes de Charles de Blois. Il y a un espion dans ses rangs, il a lui-même des espions en face. Vous savez, tout ce monde-là s'espionne constamment. On a de ces batailles d'autrefois, et notamment du Moyen-Âge, une image souvent un peu simpliste. Les frontières n'étaient pas toujours bien claires entre les deux camps. Bref, avançons. Voilà donc Montfort avec ses troupes qui est replié dans le nord d'Auray, dans les hauteurs de la forêt. Et dès le samedi 28 septembre, on est là dans l'après-midi, les deux armées sont déjà en repérage. Elles se retrouvent là comme ça, face à face. Laurence Moyle. Ordre est donné de ne se livrer à aucune course ni joute contre le camp adverse. Pourtant, chacun défie l'autre. Le soir, quelques escarmouches sont menées par des valets près du ruisseau. La peur d'une attaque produit une certaine panique chez les franco-bretons pendant la nuit. On les comprend. La tension monte au fil des heures. Cette fois, la bataille va pouvoir commencer. On est ce fameux dimanche 29 septembre 1364. Juste après la messe qui a eu lieu tôt, le signal de la bataille est donné. Quand je dis que la messe a eu lieu tôt, la bataille a commencé, estime-t-on, sur les 6 heures du matin, vous voyez. Visiblement, personne n'a attendu la marée basse, qui était prévue pour 2h15 de l'après-midi. À 7h58, la mer est haute avec un coefficient de 105. C'est pas négligeable parce que ça veut dire que l'eau est entrée vraiment très loin dans les terres. Selon Froissart, il y a une forte disproportion entre les armées en jeu. Mais en l'occurrence, est-ce qu'on en est certain de ça? Les troupes sont organisées en 3 corps d'armée. Les chevaliers sont groupés sur 3 à 5 rangs. Les Anglais adoptent à peu près la même organisation que les Français. Les soldats français ont bien sûr la bannière à fleur de lys et les Anglais celle au léopard d'or. On pourrait penser qu'il s'agit bien de 2 grandes armées nationales qui vont s'affronter, sauf qu'il ne faut jamais oublier qu'en l'occurrence ce sont des armées franco-bretonnes d'un côté, anglo-bretonnes de l'autre. On va voir ça dans un instant avec Yann Kefelec, voir justement quelle était la part des Bretons dans toute cette affaire. Au-delà de la bataille qui s'annonce entre ces deux armées, évidemment, ce qui va se dérouler sous nos yeux, c'est un duel entre 2 princes qui jusqu'alors ne se sont jamais rencontrés. C'est la confrontation suprême, c'est presque une forme d'ordalie. Je cite encore Laurence Moyle, qui a écrit un très beau livre sur cette bataille d'Auray. La plupart des enluminures mettent l'accent sur l'opposition des chefs des 2 camps, nous dit-elle. La bataille rangée est vécue comme un duel d'honneur qui découle du combat entre 2 champions ou entre 2 camps luttant en jugement de Dieu dans une ordalie pour désigner le droit. Dans la guerre médiévale, la bravoure compte plus que le succès. Bien rares sont les chevaliers et capitaines qui n'ont pas connu les revers, la capture, la défaite. Mais ce qui compte, c'est avant tout un comportement exemplaire sur le champ de bataille. Dans cette recherche ostentatoire du courage, les princes doivent être des modèles de vertu militaire, un idéal encore très vivace au XIVe siècle. Le bon prince doit s'engager en personne dans le combat,
Dans le récit de Froissart, les portraits de Jean de Montfort et de Charles de Blois sont équilibrés, les deux étant présentés comme de bons chevaliers qui sont là pour combattre vaillamment. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Jusqu'à 15h sur Europe 1, au cœur de l'histoire de la bataille dorée qui s'est déroulée, Franck Ferrand, en 1364. Alors, au début, la bataille a l'air relativement organisée. C'est toujours comme ça. Au Moyen-Âge, on a l'impression que ce sont les troupes de Charles de Blois qui ont d'ailleurs légèrement l'avantage sur les Anglais, mais les Anglais ont une ruse. Le chroniqueur Cuvelier raconte qu'une prophétie annonçait que lors d'une bataille, celui qui porterait de l'hermine serait vaincu. Et Jean de Montfort fait armer et vêtir un de ses cousins d'une cotte d'armée semée d'hermine, et ce faux Montfort se présente devant Charles de Blois, que l'autre va tailler en pièces, bien entendu. Vous savez, il y a comme ça toutes sortes de prophéties. On a repéré sur le champ de bataille un faucon pèlerin qui est au-delà de la mer, accompagné de plusieurs éperviers. Ça, c'est Charles de Blois qui les a vus. Il y a vu un bon présage. Il y a aussi cette légende d'un lévrier blanc de Charles de Blois, cette fois qui aurait changé de camp au début de la bataille pour aller rejoindre Jean de Montfort. C'est le symbole de vertu, de loyauté, de pureté guerrière que peut représenter le lévrier. On a même cru voir la bataille d'Auray dans une des prophéties de Merlin qui a circulé dans le camp la veille. Bon. À l'époque, on croyait beaucoup à tous ces signes, donc évidemment, ça n'a rien de très particulier. Ce qu'il y a de très spécial dans cette bataille d'Auray, c'est l'ampleur du carnage, avec les armes qui sont utilisées, toutes sortes d'armes, des lances qui à cette époque peuvent mesurer près de 3,5 mètres et peser jusqu'à 18 kilos, les arcs avec des flèches qui peuvent dépasser les 50 mètres. Les Anglais, vous savez, sont les champions du tir à l'arc, hein, bien entendu. Rappelez-vous la bataille de Crécy en 1346, où 6000 archers, en se déployant, avaient eu raison de je ne sais plus combien de dizaines de milliers de chevaliers français. Et puis l'arbalète, si meurtrière, hein, avec ses carreaux qui transpercent n'importe quoi, qui avait pourtant été interdite par le concile de Latran en 1139, mais personne ne respecte ça. Et puis les glaives, les épées, on utilise aussi les dagues, parce que c'est un combat où on va se battre véritablement au corps à corps, hein. Cette dague est une arme qui fait peur. Et puis, bien entendu, la hache de combat dévastatrice. Son utilisation lors du combat à pied terrorise l'adversaire, nous dit Laurence Moal. Cette arme redoutable est recherchée par son efficacité guerrière, puisqu'elle peut trancher un corps en deux. Voyez un peu la violence de cette bataille. Du Guesclin se bat, nous dit Cuvelier, comme une bête enragée. Et pour Froissart, Olivier de Clisson, qui lui est dans le camp anglo-breton, fait merveille de son corps. Entre parenthèses, c'est intéressant de voir ces deux hommes, du Guesclin d'un côté, Clisson de l'autre, tellement amis. Vous savez qu'on dit que sur son lit de mort, du Guesclin avait carrément transmis son épée à Clisson. Et là, ils sont dans deux camps opposés, bien entendu. Ce sont tous les hasards de ces alliances mouvantes de l'époque. Du Guesclin sera comparé par plusieurs chroniqueurs à un boucher. 2 chevaliers au moins vont perdre un œil, les combattants meurent d'hémorragie dans tous les sens, etc. Je m'en tiens là pour ce qui est de la description du combat lui-même, mais qui est épouvantable. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette affaire, Charles de Blois va subir une véritable débâcle, parce qu'à mesure qu'on avance, on se rend compte que ce sont les Anglais qui ont le dessus. L'événement majeur de cette bataille, ça va être la mort de Charles de Blois lui-même. On a dit qu'il a été tué accidentellement dans la mêlée, qu'il a été délibérément tué par la lance d'un Anglais, ou bien encore capturé avant d'être tué. Ça, chaque chroniqueur a sa version. C'est le problème de ces histoires un peu reculées et de ces affaires de bataille où l'on peut rarement discerner où le sort inclinait, comme dit Corneille. Mais en tout cas, en l'occurrence, lui est mort, c'est certain. Les redditions sont nombreuses. 2 en particulier sont importantes dans le camp franco-breton. Le comte d'Auxerre, qui est blessé à l'œil, et puis du Guesclin, qui va également se rendre. Il sera libéré après le versement d'une forte rançon payée par Charles V. C'est donc une véritable débâcle. La fuite, comme l'écrit Jean Froissart, quand une déconfiture vient, les déconfits se déconfisent et s'ébahissent de trop peu, dit-il. Les autres perdirent tout leur équipement, ils se mirent en fuite, chacun au mieux qu'il put pour se sauver. Bonjour Yann Kefelec. Bonjour Franck Je Ferrand. suis passé très vite sur cette bataille d'Auray, alors si vous le voulez bien, nous allons commencer par nous replonger au cœur de cette mêlée sanglante. Europe 1,
Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de la bataille dorée que vous venez de nous raconter. Vous recevez Yann Kefelec, il est écrivain, prix Goncourt et auteur du dictionnaire amoureux de la Bretagne aux éditions Plomb-Fayard. Alors on parle, Yann Kefelec, de très nombreux morts, 5 ou 6 000 rien que dans le camp de Charles de Blois, semble-t-il. Un chroniqueur de l'époque dit « La place fut tantôt jonchée de morts, sans demeure. Le sang coulait à grands ruisseaux, les bannières sont abattues, les cervelles étendues, les dagues, des épées, des haches et des gens étendus comme des vaches », nous dit-il avec un sens de la métaphore qui effectivement pourrait être amélioré. Mais cette bataille a été très sanglante, très dure. Elle est surtout une victoire de Montfort, qui va devenir le duc de Bretagne. Il est Jean IV de Bretagne. Le roi Charles V de France n'a pas le choix. Il est obligé de reconnaître ce duché et ce duc. Il faut peut-être rappeler en effet que Charles de Blois était affilié à la couronne de France et qu'il était donc soutenu par le royaume de France, et que la victoire donc de Jean de Montfort à Auray, c'est une sorte de victoire anglaise, ce qui est évidemment terrible. Alors, le roi d'Angleterre n'en profite pas pour annexer la Bretagne. On crée un duché indépendant sous forte influence anglaise, en tout cas dans l'entourage des Montfort. C'est comme ça que ça va se passer. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que Montfort met du temps avant de prendre véritablement possession de son duché. On y va tranquillement. Les troupes que Charles de Blois peut avoir dans différentes places vont prendre tout leur temps pour se retirer, en fait. Mais il faut peut-être rappeler qui sont ces deux personnages qui ont l'air extraordinaires quand vous les décrivez avec ce brio. À la bataille d'Auray, Jean de Montfort et Charles de Blois. Jean de Montfort, fils du précédent Jean de Montfort, qui lui-même prétendait au duché de Bretagne. Et donc était mort, lui, à Quimper. Et lui, il est mort à la bataille, lui aussi. Ces gens de Montfort-là sont des êtres extrêmement éthiques, fallot, assez craintifs, qui n'étaient absolument pas prédestinés finalement à cette espèce d'affrontement, de boucherie totale que vous avez si bien décrit tout à l'heure. Charles de Blois, c'est exactement la même chose. C'est une espèce de bigot moraliste et parfaitement ennuyeux. D'ailleurs, on va intenter un procès en canonisation qui n'aboutit pas, mais il sera quand même béatifié en 1904, Charles de Blois. C'est tout dire. Il serait béatifié pour des raisons qui ne sont pas extraordinaires. Il porte des cailloux dans ses chaussures. Je me demande même comment il faisait pour se battre à la bataille d'Auray. Il porte des cailloux pointus dans ses chaussures et il a autour du corps une espèce de silice bourrée de vermine. Il tient à sa vermine parce que ça contribue à sa mortification. Et malgré tout, il va se révéler quelqu'un d'incroyablement courageux à la bataille. Ce qu'on a dit aussi de cette bataille d'Auray, c'est que c'était la bataille des deux Jeannes. C'est que déjà à cette époque, les femmes sont là. Lorsqu'il y avait un homme extraordinaire, derrière l'homme extraordinaire, il y avait une femme bien plus extraordinaire. Et que souvent, ces deux princes ces deux ducs ou futurs ducs, ont été tentés de faire la paix, de se partager comme ça la bonne franquette ou la bonne bretonitude, de se partager la Bretagne, ce qui n'a pas été possible parce que les deux Jeannes voulaient leur héritage à part entière. Et elles Ce sont toujours elles qui ont relancé les hommes à la bataille. On parlait l'autre jour d'une femme pirate, Jeanne de Belleville, qui justement était soutenue par Jeanne de Montfort. On a vu à quel point ces femmes dominaient quasiment le paysage politique, si j'ose ainsi m'exprimer, de la Bretagne du XIVe siècle. Ça montre bien que déjà à cette époque, la bretonne en Bretagne était l'égale du breton. Lorsque Jean de Montfort se retrouve se retrouve en Angleterre, à un moment où il n'a pas le temps de batailler, c'est sa femme qui monte à cheval, qui part à la bataille. Ces femmes n'avaient absolument pas peur de se substituer à leur mari et de prendre la tête des troupes lorsque ceux-ci étaient occupés par leurs affaires ailleurs. Alors généralement pour le Parisien adoptif que je suis, Auray ça se résume à une gare où l'on descend du train pour aller gagner la presqu'île de Quiberon, n'est-ce pas? Il faut dire à quel point cette bataille d'Auray compte dans l'histoire de la Bretagne. D'abord c'est absolument magnifique. Vous avez parlé d'un petit port tout à l'heure qui n'a rien à voir avec la gare d'Auray. C'est un petit port en contrebas, évidemment, le port de Saint-Goustan. Et lorsqu'on est au port de Saint-Goustan, on comprend bien, on voit bien à quoi a pu ressembler cette bataille, combien il a dû être difficile d'escalader ces escarpements et d'aller tout simplement au corps à corps. Cette bataille est passionnante pour un point précis, c'est qu'elle marque finalement le déclin de la féodalité en Bretagne. Cette féodalité qui, contrairement à ce qu'on peut l'imaginer, n'était pas du tout une féodalité insupportable pour les serfs, ni pour les paysans. C'était au contraire une organisation extrêmement douce, avec bien entendu un duc
à la tête de la hiérarchie, et puis des pauvres en queue, mais entre la tête et la queue, eh bien, il y avait place pour tout un échelonnement de strates, de monarchie, de sous-monarchie, etc., etc., ce qui faisait que tout le monde avait intérêt à ce que l'autre soit riche, pour que, au plus haut, le duc soit le plus riche de tous. Et au-delà de la richesse et de l'aspect matériel, il y avait une espèce de grande cohésion dans cette société bretonne. Si vous le voulez, Yann Kefelec, c'est un des sujets, bien sûr, de votre dictionnaire amoureux de la Bretagne. On va y revenir tout à l'heure. Pour l'instant, pour clore le chapitre de la bataille en elle-même, est-ce qu'on ne peut pas dire finalement que bien que ce soit les Anglo-Bretons, alors oui, un mot peut-être de ça, quelle est la part de Bretons dans chacun des deux camps ? Si, mais dans les deux camps, la part de la Bretagne est totale. Mais il faut tout de même rappeler qu'à ce moment-là, la féodalité ne mettait pas au premier plan l'indépendance de la Bretagne. La féodalité mettait au premier plan les affaires du duché, la bonne marche du duché et des fiefs. Donc, et tout suzerain peut devenir lui-même le vassal d'un suzerain plus élevé. Il ne faut jamais l'oublier. C'est exactement ça. C'est le principe même de la féodalité. D'ailleurs, lorsqu'on représente certains tableaux, représente des roses imbriquées les unes dans les autres, de la plus grande à la plus menue, pour bien symboliser justement cette féodalité et le mécanisme de la féodalité. Or, la féodalité, elle a connu son coup d'arrêt avec cette bataille, ce qui, à terme, va plutôt privilégier la France et le royaume de France dans cette histoire. C'est toute l'ironie de la conclusion de la bataille d'Auray. Il faut rappeler aussi que pour la première fois, cette idée d'indépendance s'est cristallisée sur deux personnes comme ça en ennemis, Charles de Blois et Jean de Montfort, et les deux Jean de Montfort. L'indépendance qui jusqu'à présent chez les Bretons s'était traduite par disette, massacre et carnage. Donc dans l'âme du Breton, dans le fort intérieur du Breton, il n'y avait pas une espèce de soif d'indépendance comme aujourd'hui cela peut se manifester à nos époques. Donc les Bretons, ils étaient finalement engagés à la bataille sous les bannières de leurs ducs respectifs, mais un peu comme les mercenaires, hein. Ils y allaient pas au nom de l'indépendance, ils y allaient parce qu'ils étaient payés, ils y allaient parce qu'il fallait le faire. D'où les passages parfois d'un camp à l'autre, d'où ce hasard, on va dire, des affrontements qui font qu'on peut se retrouver face à son grand ami. Ça a été le cas de Duguesclin face à Clisson, en l'occurrence, hein, qui n'avait pas grand-chose à faire de la Bretagne en tant que telle, en l'occurrence. Non, et l'on peut bénir les dieux que Duguesclin et Clisson ne se soient pas retrouvés face à face en train de se couper en deux mutuellement avec ces haches de bataille que vous nous avez si bien présenté tout à l'heure. Ces haches à deux faces. Alors, la Bretagne, vous nous dites, a découvert là une nouvelle forme de l'indépendance, en quelque sorte. Elle sera rattachée bien plus tard, 2 siècles plus tard, au royaume de France, après le double mariage d'Anne de Bretagne, après toute l'affaire de Claude de France, qui était l'épouse de François Ier. Bon, on en dira peut-être un mot tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un sentiment, vous nous dites qu'il est vif, ce sentiment d'indépendantisme chez certains Bretons ? Non, pas du tout. Ça, c'est une espèce de fantasme du pouvoir central. On a sous les yeux l'exemple de l'Écosse, là, il y a quelques jours, qui a refusé de voter pour l'indépendance. On peut saluer les Anglais qui n'ont pas hésité justement à soumettre à un scrutin donc le choix éventuel de l'indépendance chez les Écossais, ce qui n'est jamais arrivé en France au moment du partage des régions. On n'est pas allé demander ni à la Loire-Atlantique ni aux Bretons de non-Loire-Atlantique s'ils souhaitaient que se retrouvent justement ces deux régions séparées arbitrairement et illégalement par le... Et pourtant, on est loin là de l'indépendance. Il s'agit juste de circonscription. Il ne s'agit absolument pas d'indépendance. Il s'agit au contraire de renforcer la nation en renforçant la région, ce que le gouvernement semble ne pas avoir compris à un moment de son histoire. Pourtant, les choses ne vont pas si bien que ça. Voilà, c'était le petit message de Yann Kefelec. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de la bataille d'Auray cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Yann Kefelec, écrivain, prix Goncourt et auteur du dictionnaire amoureux de la Bretagne aux éditions Plomb-Fayard. Alors, la bataille d'Auray a eu lieu le dimanche 29 septembre 1364. On a bien compris que cette bataille, je dis ça pour ceux qui nous rejoindraient en route, voyait s'affronter les franco-bretons et les anglo-bretons d'une certaine manière, en tout cas Charles de Blois et Jean de Montfort, qui a gagné, qui a même tué
Charles de Blois, enfin qui l'a fait tuer, enfin voilà, et c'est lui qui va devenir le duc de Bretagne. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en 1364, alors pardon, un mot sur la bataille, vous vouliez ajouter un mot, Yann Kefelec. 29 septembre 1364, défaite de Charles de Blois face à Jean de Montfort. Le lendemain, le 30 septembre, la Bretagne, qui était une mosaïque de fiefs autour pour former le duché, la Bretagne se réveille nation. C'est en cela que cette bataille est si importante, c'est que la nation bretonne est née finalement après la bataille d'Auray. C'est l'acte fondateur de la Bretagne moderne, d'une certaine manière, on peut dire ça ? Oui, alors hélas, si j'ose dire, ça fait aussi le lit de la duchesse Anne, cette affaire-là. Mais malgré tout, il faut dire que les frontières bretonnes, dans leur circonscription, se sont parfaitement dessinées à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle ça a été aussi douloureux pour les Bretons, et ça l'est encore aujourd'hui d'ailleurs, d'avoir eu à se séparer de la Bretagne pour aller vers... D'ailleurs, j'ai entendu parler de rattachement. On l'aura compris. J'ai entendu parler tout à l'heure de rattachement de la Bretagne au Royaume de France. Il ne s'agit en aucun cas d'un rattachement. Il s'agit de l'union. Il s'agit de deux nations associées et non pas d'un peuple intégré. Ah, ça c'est très bien de le souligner. C'est vrai qu'en fait, la reine Claude de France, qui était la fille d'Anne de Bretagne et du roi Louis XII, elle avait gagné cette tare, la pauvre. Elle avait épousé François Ier, et l'un de leurs fils, leur deuxième fils, Henri, était duc de Bretagne. Et quand, à la mort de François Ier, Henri est monté sur le trône de France, eh bien, il s'est retrouvé à la fois roi de France et duc de Bretagne. Donc c'est bien une union. Et cette union, elle avait été d'ailleurs consommée 5 ans plus tôt, si je ne m'abuse. Donc c'est vrai qu'il faut le dire et le souligner. Alors, en 1364, au moment d'Auray, le duché n'est pas très ancien. De quand date-t-il, ce duché de Bretagne ? Le duché n'est pas très ancien quand même. Il est après fin du Xe siècle. Fin du Xe siècle, après qu'il y ait eu ces deux rois considérables, Nominoé et Erispoé, qui avaient défait à la bataille de Ballon notamment les troupes franques. Ces deux rois qui étaient de véritables rois, ils avaient reçu leur titre de roi devant les archevêques, et d'une part, et d'autre part, ils avaient le droit à la couronne fermée. Ils étaient considérés au même titre que le roi des Francs par les autres couronnes d'Europe. Ce qui veut dire qu'avant, la Bretagne était un royaume ? La Bretagne a été un royaume à part entière. Donc les Bretons s'en souviennent aussi de cela. C'est qu'ils ont vraiment été une nation extrêmement fière, d'où ce sentiment de grande fierté que l'on trouve encore chez les Bretons. Quelle était la part... Alors c'est très difficile, je suis bien conscient de vous poser une question impossible, mais je sais que vous vous en sortirez néanmoins. Quelle était la part des cultures d'origine anglaise, disons, d'un côté, d'origine française de l'autre, dans cette Bretagne médiévale ? Est-ce qu'on était plus proche des Anglais, plus proche des Français ? Non, tout ça était extrêmement mélangé. La Bretagne, il faut le dire, c'est d'ailleurs été ballottée entre l'Angleterre et la France. On aurait très bien pu effectivement basculer... côté anglais, alors c'est une chance que nous ayons basculé côté français, c'est beaucoup plus logique naturellement, mais à ces époques-là... C'est géographiquement plus logique en tout cas. C'est géographiquement plus logique, et en tout cas les alliances étaient telles, en plus qu'il y avait chez ces Anglais eux-mêmes, il y avait déjà des Bretons. C'est-à-dire, quand on parle des Anglo-Bretons, parmi ces Anglos, il y avait aussi des gens qui étaient d'origine bretonne. Parce que tout de même, avec Guillaume le Conquérant, donc, il n'a cessé d'y avoir des apports et du sang breton qui est arrivé en Angleterre et qui est également fondateur donc, de cette couronne d'Angleterre. Ce qui me frappe toujours quand on parle de cette Bretagne, moi qui adore la Bretagne mais qui ne suis pas breton, on ne peut pas tout être, c'est de voir la très grande disparité, l'espèce de divorce entre les élites bretonnes dont on parle constamment, qu'elles soient médiévales, à la Renaissance ou plus tard, bien sûr, sous l'Ancien Régime, toute cette grande noblesse bretonne, etc., avec assez difficile, assez intraitable, à laquelle les rois et de France et d'Angleterre ont dû peu à peu apprendre à se confronter. Et puis la population bretonne, et puis le folklore que l'on voit dans les danses folkloriques, etc. On n'a pas l'impression que les deux appartiennent à la même culture, et pourtant ce sont bien, en quelque sorte, deux extrémités d'un même spectre. Alors là, vous m'étonnez énormément, Franck Ferrand. Dites-moi. Je soutiens exactement la thèse opposée. Mais c'est pour ça que je vous provoque. Ce qui est au contraire extrêmement frappant avec la Bretagne, c'est de voir que ce qu'on appelle les gens de rien à cette époque, et les gens à particules, non seulement sympathisent entre eux lors des fêtes rituelles,
Ils vont exactement au même bal, ils partagent les mêmes banquets le dimanche, dans la cour d'un château en ruine quelquefois, et ce sont les roturiers et les pauvres qui apportent de quoi nourrir leur seigneur. Il peut même y avoir des mariages comme ça entre ces gens de rien et ces gens à particules, ce qui au contraire est la démonstration de la simplicité bretonne. Le breton est un être qui reste simple, y compris dans l'excellence, dans la noblesse et dans la réussite totale. On le voit encore aujourd'hui. Lorsque vous croisez ces grands chefs d'entreprise de Bretagne, d'ailleurs, ils ont tendance à tutoyer l'autre directement parce qu'ils sont immédiatement dans en situation de fraternité avec lui, et surtout, il ne la ramène absolument pas. C'est une réussite qu'il ne demande qu'à partager avec celui qui passe. Donc peut-être que cette difficulté à visualiser les deux tient au fait que ça n'existe pas, il n'y a pas de dichotomie du tout, c'est ça l'idée peut-être? Il n'y a pas de dichotomie, il y a aussi, ça vient d'extrêmement loin, c'est aussi parce que le premier pouvoir appartenait aux paroisses, autrefois ils appartenaient aux prêtres, et que le breton, il est élevé dans le sens de la simplicité, que ce sens de la simplicité a traversé les époques jusqu'à aujourd'hui. Ne pas oublier que les prêtres, ils faisaient partie du Conseil de Bretagne, il y avait des religieux d'importance qui venaient participer aux grandes décisions du duché, il n'était pas question de les tenir à l'écart. Et lorsque la République s'est chargée, s'est mise en tête de confisquer la langue bretonne, d'assassiner la langue bretonne, donc la culture bretonne, donc la mémoire de Bretagne, ce sont les prêtres, encore une fois, qui ont pris la relève et qui ont continué de faire parler breton aux Bretons. On a l'impression d'être pris dans la force de votre dictionnaire amoureux. Là. On sent d'ailleurs à chaque page de ce livre-là, c'est une sorte de déclaration d'amour à la Bretagne, avec d'ailleurs un tour de force littéraire extraordinaire. J'avais eu l'occasion de le dire déjà à ce micro, mais il faut le dire à ceux de nos auditeurs qui ne le sauraient pas, c'est que vous avez, tout en respectant l'ordre alphabétique et tout en donnant évidemment un point de vue très circonscrit sur chacune des questions que vous abordez, vous avez, comment pourrait-on dire, fondu tout ça dans un continuum. Et on a l'impression de lire une sorte de grand roman de la Bretagne. C'est assez extraordinaire. C'est exactement ce que j'ai voulu faire. Oui. Et c'est vrai que cette particularité, cette culture, cette façon d'être et de sentir transparaissent de votre dictionnaire, bien entendu. Comment était organisé ce duché? Comment est-ce qu'il fonctionnait? Il y avait donc un duc, ça on l'a bien compris, mais il avait des intendants, il avait ça fonctionnait. C'est extraordinaire parce que c'était une espèce de brique et de broc relativement bien organisée, sous la tutelle, encore une fois, des religieux. Donc il n'y avait pas à proprement parler de capitale en Bretagne. On sait qu'à Vannes, par exemple, avait lieu le couronnement. C'est à Rennes qu'avaient lieu les couronnements. À Vannes, on avait la Chambre des comptes. Mais la Chambre des comptes des ducs, quand on voit aujourd'hui ce qu'est Bercy, ça fait sourire et c'est extraordinairement attendrissant. Ce sont 18 scribes à plumes d'oie avec des bouliers comme ça, qui se chargent de régler toutes les affaires du duché, d'envoyer des courriers qui d'ailleurs sont considérables. Par an, quelquefois, ils s'écrivaient plus de 200 000 lettres aux uns et aux autres pour leur rappeler leur devoir à l'égard de... Et quelle langue parle-t-on ? Alors on parle, contrairement à ce qu'on a pu penser, déjà il peut arriver que les échanges épistolaires se fassent en latin, parce qu'on considère que la langue latine est la plus précise. Là, il s'agit des clercs, bien entendu. Dans les campagnes, on parlera breton, naturellement, des bretons qui sont éventuellement dialectisés du nord au sud. Et dans les villes, on peut tout à fait parler français. Le français, ça fait partie de la culture. En plus, c'est une langue véhiculée. On parle un peu français comme on parle anglais aujourd'hui, parce qu'il faut parler français, que dans les échanges avec les francs, les nobles francs, il est indispensable de le parler. Mais on verra aussi très vite que, toujours sous l'influence des religieux, c'est que les Bretons sont des gens extrêmement cultivés. Pas tous, naturellement. La paysannerie, il n'est pas dans sa vocation à cette époque-là de se familiariser avec les humanités antiques. Mais en revanche, la jeunesse roturière, les bourgeois ou la jeunesse noble, eh bien là, on a affaire à des gens qui sont extrêmement pointus sur le plan de l'histoire et de la connaissance des langues, dont l'italien et l'espagnol. Le pays était d'une très grande richesse culturelle, d'une très grande variété et en même temps d'une pauvreté certaine, on peut le dire. Extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre, en effet. C'est aussi la raison pour laquelle cette duchesse Anne, à qui il est fait grief d'avoir bradé son duché au profit des Francs, n'avait pas le choix. C'est au moment où elle l'a fait,
le duché n'avait même plus les moyens donc de battre une monnaie de métal. C'était des pièces de cuir qui servaient au paiement de manière quotidienne. C'est la pauvreté qui a perdu en Bretagne. Ça ferait un très joli titre, ça. Merci beaucoup Yann Kefelec, et j'encourage, comme à chaque fois, nos auditeurs à se plonger. C'est le mot qui convient dans votre dictionnaire amoureux de la Bretagne, c'est chez Plon. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Alors vous le savez, chaque jour c'est un retour aux origines que nous propose Franck Ferrand, et vous pouvez vous-même poser vos questions. Aujourd'hui, Franck, vous répondez à la question de Xavier qui aimerait connaître les origines de l'expression la petite reine pour désigner le vélo. Alors, ce que je peux vous dire, ça c'est sûr, c'est que c'est dans le quotidien régional La Montagne qu'on trouve pour la première fois la mention de petite reine pour désigner le vélo. C'était en mars 1911, on est quand même précis dans cette émission, vous avouerez. On est en plein moment de l'essor du cyclisme, bien entendu. Mais alors, d'où ça vient cette expression de petite reine? Alors là, il y a quand même un certain nombre de pistes qui s'offrent à nous. Si on remonte un peu en arrière, en octobre 1890, Pierre Giffard, c'est Pierre Giffard dont on a parlé à propos du Tour de France, publie un article intitulé « La reine bicyclette ». Et un an après, un ouvrage qui va s'appeler également La Reine Bicyclette. C'est un des grands promoteurs en France du cyclisme, Pierre Giffard. Il est d'ailleurs journaliste pour le journal sportif Le Vélo, et il va mettre en œuvre la toute première course cycliste, le Paris-Brest-Paris en 1891. D'un autre côté, la première fois qu'on entend parler de petite reine, c'est pour désigner une cycliste. C'est dans un poème d'Edmond Haraucourt qui s'appelle Le Cycle. Alors le poème, c'est quelque chose, hein. Ainsi parée, elle apparaît sur les routes de la forêt. La petite reine à deux roues, cyclant sans bruit, cyclant, culotte noire et pourpoint blanc. Je vous fais grâce du reste, évidemment. Et puis une autre piste, il s'agit là d'une véritable reine, c'est la reine Wilhelmine d'Orange-Nassau, la reine des Pays-Bas, qui était venue au cours d'un séjour à Paris en 1898. Elle avait ébloui les journalistes parce qu'elle se promenait uniquement à bicyclette, et les journalistes l'avaient surnommée, elle, la petite reine. Alors, quelle explication faut-il préférer entre l'article et le livre de Pierre Giffard, entre le poème d'Edmond Haraucourt ou la reine Wilhelmine? Je vous laisse choisir. Moi, j'ai fait mon choix. Je crois quand même que le livre de Pierre Giffard a dû, dans cette affaire, jouer un rôle absolument essentiel. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.